tout le monde, j'aimerais vous parler en géopolitique de la société paternaliste qui essaie de manipuler ses citoyens par le syndrome de Peter Pan. Alors le syndrome de Peter Pan, c'est le fait de garder des citoyens dans un certain carcan intellectuel, social, pour les empêcher de s'épanouir, d'exprimer leur personnalité, leurs aspirations, et d'empêcher les jeunes générations à choisir un chemin de développement civilisationnel qui soit viable, valable. Donc c'est vraiment garder le contrôle sur le psychique des gens en les rendant immatures et infantiles. Et je vous renvoie aux vidéos de Christophe Croveplon qui en a parlé. C'est un grand écrivain français, un philosophe. Il écrit énormément. Il a notamment fait des œuvres satiriques sur Macron. Et il en parle très très bien et je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. On y va. Le syndrome de Peter Pan, parfois nommé complexe de Peter Pan, abrégé SPP, est une expression utilisée pour désigner l'angoisse liée à l'idée de devenir adulte. Donc c'est vraiment une manipulation par les élites à travers la société paternaliste. Donc le paternalisme, c'est le fait de trop accompagner les gens, pas leur laisser de libre arbitre. Trop les surprotéger. Et le désir associé de rester enfant, et plus généralement pour caractériser un adulte dit immature, en référence au personnage Peter Pan, qui est l'archétype du garçon qui ne voulait pas grandir, créé par J.M. Barrie. Bien que largement popularisé par un psychanalyste, Dan Kiley, qui en fit le titre d'un ouvrage à succès paru en 1983, la notion ne constitue pour autant pas un syndrome reconnu en psychologie clinique. Toutefois, selon l'analyse littéraire, la figure de l'enfant qui ne veut pas grandir, dit en latin puer aeternus, le garçon éternel, est au centre de nombreux mythes et œuvres de fiction. Elle peut aussi être rapprochée du concept d'enfant intérieur, développé dans la théorie psychanalytique jungienne. Alors, quels sont les profils psychologiques du patient selon Kiley et quels sont les possibles traitements, comment un petit peu se sortir de ce système de croyances et de cette manipulation mentale par des techniques de MK Ultra poussées, donc de contrôle du psychique, du contrôle de ce que l'individu va penser, de son autocensure, donc est-ce qu'il va arriver à appréhender plus d'informations ou est-ce qu'il va rester vraiment dans les conceptions qu'on lui a mis dans la tête quand il était enfant, à l'école notamment et dans les médias officiels. Alors quels sont les profils psychologiques? Selon Kiley, 7 traits psychologiques sont majoritaires dans la vie de quelqu'un atteint du syndrome de Peter Pan. Ils sont présents à chaque stade et se remarquent principalement en période de crise. Lorsque le patient s'installe dans la phase chronique du syndrome, il a tendance à les dissimuler derrière un masque de maturité. Donc c'est quelqu'un qui se trouve très mature et en fait il est extrêmement infantilisé par la société. Il s'en rend pas trop compte. Alors les 7 points, quels sont-ils? Tout d'abord, en petit 1, la paralysie émotionnelle. Le patient n'exprime pas ses émotions telles qu'il les ressent. Et ces émotions ressortent souvent sous des formes extrêmes. Donc c'est comme quand on a un enfant qui naît. Au début et les premières années, comme il ne peut pas trop s'exprimer, comme on ne lui a pas donné les moyens et les outils pour s'exprimer comme il faut, et ben il va dans l'extrême. Dès qu'il a un peu faim, il pleure très fort. Dès qu'il n'est pas content que ses parents partent au travail, il commence à grogner très fort. Dès qu'il va être pris dans les bras, il tape du pied, etc. Voilà, les émotions ressortent souvent sous des formes extrêmes. Par exemple, la colère ressort sous forme de rage, la joie sous celle de l'hystérie et la déception sous celle de l'apitoiement sur soi. Donc c'est un narcissisme extrême dont se sert l'élite pour nous manipuler psychologiquement. La tristesse peut ressortir sous forme d'une gaieté forcée, de blagues infantiles ou d'un rire nerveux. Donc ça, c'est ce que disent les psychologues, hein, c'est pas mon jugement personnel, attention. Selon Kiley, les patients finissent par perdre contact avec leurs émotions profondes et ne savent plus vraiment ce qu'ils ressentent. En fait, ils ne savent plus vraiment mettre des mots dessus. C'est pour ça que s'intéresser à l'origine des mots d'une langue, à ce que ça veut vraiment dire, au sens des mots d'une langue, ça permet de mieux articuler sa pensée et de mieux comprendre ce qui se passe en nous intérieurement et donc extérieurement à nous dans l'environnement. Ensuite, petit 2, la procrastination. Au cours du premier stade du syndrome de Peter Pan, les jeunes patients remettent sans cesse les choses à plus tard, jusqu'à ce qu'ils soient forcés de les faire. Les patients plus âgés, se sentant coupables d'avoir perdu leur jeunesse, deviennent hyperactifs. Selon Kiley, cela s'expliquerait par le fait qu'ils ne savent pas se détendre. Petit 3. Une certaine impuissance sociale. Les patients présentant le syndrome de Peter Pan ont de grandes difficultés à se faire de vrais amis. On est dans le superficiel. Leur impulsion modifie leur notion du bien et du mal.
Leur priorité est de se rechercher des amis et de se montrer amical aux dépens de leur famille. Le patient souffrant a un besoin d'appartenir car il se sent terriblement isolé et angoisse de se retrouver tout seul. Tout au long de la vie du patient, il aura beaucoup de mal à être satisfait de lui-même. Une fausse fierté l'empêche constamment d'accepter ses propres limitations. Donc il n'arrive pas à se remettre en question parce qu'il ne sait pas vraiment où aller en fait. Ensuite, il y a la pensée magique. Les patients atteints du syndrome de Peter Pan ont recours à des pensées magiques pour ne pas admettre leurs fautes. Des faux fuyants, tout intellectuels tels que « quoi qu'il en soit, j'ai raison parce que… » Autrement, ceci ne peut être que la faute des autres. Leur permet de se protéger de toute attaque. Donc c'est vraiment un système de croyance c'est comme un virus informatique à l'intérieur du cerveau, qui est comme un ordinateur, qui protégerait de toute attaque extérieure, mais il faut dire que l'alien, enfin le virus informatique, il est vraiment intériorisé, il est à l'intérieur de la personne. Il faut essayer de s'en défaire pour revenir à soi. Ce processus les protège en leur évitant le besoin de surmonter leur impuissance sociale et leur paralysie émotionnelle. Ensuite, problème avec la mère. Le patient ressent de la colère et de la culpabilité envers sa mère. Alors sa mère, c'est elle qui lui donne la vie, c'est elle qui s'occupe de tout, la plupart du temps c'est quand même, bon, on a des sociétés qui changent, mais c'est quand même la mère, dans 90% des cas, qui est toujours présente, qui assume tout, qui va à l'encontre de toutes les difficultés de la vie pour que les enfants s'épanouissent. Mais comme c'est la personne qui s'occupe le plus d'eux, et ben c'est la personne qui sera le plus ciblée par une certaine forme de culpabilisation extérieure. Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas se remettre en question et qui estiment que c'est toujours les autres les fautifs. Il cherche à se libérer de l'influence maternelle, mais se sent à chaque fois coupable lorsqu'il essaye de le faire. En présence de la mère, l'atmosphère devient tendue, ponctuée de moments de sarcasme, compensés par des instants de gentillesse. Les plus jeunes patients appellent à la pitié, donc à l'indulgence de leur mère, pour obtenir ce qu'ils veulent, principalement de l'argent. Le patient s'emporte souvent violemment au cours de la discussion, à la suite de quoi le patient s'excuse avec insistance. Les patients plus âgés ressentent moins cette ambivalence, mais la remplacent par de la culpabilité car elles savent qu'ils ont fait souffrir leur maman. Alors là, on est vraiment, j'ai parlé dans une ancienne vidéo des rituels de passage à l'âge adulte. Il faut savoir qu'en Occident, il n'y a plus vraiment de rituels de passage à l'âge adulte, il n'y a plus vraiment de détachement des parents. Donc il n'y a plus d'entrée dans la virilité comme il se doit d'un point de vue naturel. Voilà. Ensuite, il y a des problèmes avec le père. Le patient a une forte envie d'être proche du père, mais est persuadé qu'il ne pourra jamais recueillir l'amour et l'approbation paternelle. Les patients plus âgés idolâtrent toujours la figure paternelle. Ils n'admettent jamais les limites et acceptent encore moins les fautes de ce dernier. Donc il est vraiment idéalisé et idolâtré, peu importe ce qu'il fera dans la vie, peu importe si l'enfant se rend bien compte que le père n'est pas infaillible, tout comme la mère d'ailleurs. Une grande partie des difficultés rencontrées par le patient face aux figures autoritaires provient de ses problèmes avec son père. Donc le père, il n'a pas été remis dans son contexte d'être humain. Tous les êtres humains sont faillibles. Et donc de là, il n'a pas mis de limite à son enfant, et l'enfant qui n'a pas été un petit peu limité, un petit peu frustré par l'éducation surtout, il aura des problèmes face aux figures autoritaires. Et ensuite, quelques problèmes dans le couple. Alors là, on voit une certaine immaturité, un certain infantilisme dont il fait preuve. Le patient qui a le syndrome de Peter Pan, il cache sa peur d'être rejeté et sa sensibilité derrière un masque de macho cruel et sans cœur. Ce qui n'est pas toujours le cas quand même. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À bientôt.